Alors, on a la chance de recevoir une personnalité connue du monde patronal, Marie-Christine Cohen-Roquette. On a dit qu'on s'appelait par nos prénoms, donc je vais me permettre de vous appeler Marie-Christine, vous pourrez m'appeler Philippe. Vous êtes, vous êtes une personnalité, je disais, mais votre entreprise n'est pas forcément si connue, notamment du grand public. Pourtant, c'est une ETI familiale importante qui se développe énormément, qui a été fondée en 1969, et j'ai bien révisé, et qui aujourd'hui est par la conquête de l'Ouest, notamment des États-Unis, avec de grands succès et sur un marché ou des marchés, les marchés de l'électricité qui sont les marchés de l'avenir. Alors, on va profiter de votre témoignage, vous allez nous raconter un peu l'histoire familiale, l'histoire de la gouvernance de cette entreprise. C'est un peu le thème du Family and Business Forum, mais peut-être nous présenter un peu mieux effectivement son épargne et comment ça va. Ça a l'air d'aller pas mal quand même. Non, son épargne est devenue très importante, ça ne s'est pas fait en un jour. Et en fait, on est né, en pensant à cet entretien, je me disais, en fait, on est né d'un accident et d'une conjonction de deux sujets. D'une part, l'actionnariat familial, ils étaient 3 dans le textile, et en fait, ils se sont regroupés à 11 autour de mon père. Et ils avaient eu une mésaventure dans une entreprise industrielle. Et ils ont dit jamais plus, donc il faut qu'on trouve un autre métier. Donc vous voyez, c'est un peu un échec de cette entreprise industrielle qui les a obligés. C'est un pivot, comme on dit aujourd'hui dans le monde des startups. C'est un pivot, si on peut dire aussi, c'était levier, une plateforme de décollage. Et là, ils ont identifié ce métier de la distribution de matériel électrique. Et je dis bien de la distribution. Il y avait de très grands constructeurs à l'époque, qui sont toujours les mêmes, hein, les Schneider Electric, le grand General Electric, Siemens, Nexans, qui s'appelait à l'époque Alcatel-Câble. Donc ils ont fait leur petite enquête pour se rendre compte que l'énergie électrique qu'ils y croyaient, c'était l'énergie de demain. Ils étaient assez visionnaires quand ils ont vu ça. Et qu'il y avait beaucoup de grossistes en matériel électrique qui, et là on est dans un cercle d'entreprises familiales, qui probablement allaient chercher une relève. Donc certains auraient une succession familiale, d'autres pas. Et ceux qui n'auraient pas de succession familiale, nous pouvions être leurs contrepartistes. Donc on est un peu né de cette conjonction d'accidents, mais ce qui m'émerveille aujourd'hui, rétrospectivement, on est toujours plus intelligent après, c'est le choix du métier. Ce métier de la distribution de matériel électrique, l'énergie, c'est un marché croissant, et la transition énergétique dans laquelle Sonepar joue un rôle et jouera un rôle très grand est tout à fait porteur. Le choix du métier et le choix de la diversification internationale, parce que vous êtes parti, oui. je disais, aux États-Unis. Ça, c'est vrai. Et quand j'ai démarré, moi, en 1998, donc il y a très longtemps, nous n'étions effectivement quasiment qu'en Europe. Donc en gros, mon père a construit la France et l'Europe, qui ont été les premières étapes. Et ensuite, on est parti dans le grand international. Et donc, on a franchi l'Atlantique, on est allé en Asie. Et l'Atlantique, c'était un peu mon truc, les États-Unis, parce que je suis avocat au barreau de New York et que j'ai toujours considéré les États-Unis comme étant ma seconde patrie, ce qui est bienvenu aujourd'hui, hein, dans le monde que nous vivons. C'est pas mal. Donc oui, début de la conquête américaine. Et avec alors, des succès quand même importants. Je disais que dans quelques années, je ne sais pas quel horizon c'est, mais ça sera plus de 70% quand même du chiffre d'affaires. Est-ce que vous êtes en train de devenir américain ou est-ce que vous êtes encore français? Non, nous sommes profondément français, on est surtout profondément familiaux et métiers. Il y a une cohésion et un alignement entre la famille et les dirigeants qui est très importante et que nous entretenons. Notre holding familial, Collam Entreprendre, où j'ai un merveilleux successeur qui m'y relève, eh bien, elle est là, elle aime son épargne, elle soutient son épargne. Donc des fondations françaises solides. Des fondations françaises que nous internationalisons en les encourageant au cours d'anglais, en les encourageant beaucoup de formations. Mais c'est très important de garder cette... Et curieusement, on n'en a pas l'idée, les Américains sont très friands des entreprises familiales. Vous avez vraiment deux grands corps ou camps aux États-Unis. Vous avez les entreprises très financières, les dirigeants très financiers, et vous avez les entreprises très attachées aux racines familiales. Il y a de très grands groupes purement familiaux aux États-Unis. Hein. Justement, votre développement là-bas, si j'ai bien regardé, se fait en rachetant peut-être un certain nombre de distributeurs dans tel ou tel État.
Donc au moment où il y a des transmissions, donc cette dimension familiale de votre groupe vous permet de mieux dialoguer dans cette croissance? Absolument. Alors, je dirais que toute la conquête des États-Unis, les 20 premières années, ça a été une dimension qui nous a énormément aidés. Et les fondateurs qu'on rencontrait, ou les deuxièmes générations, étaient très impressionnés de ce qu'on avait fait, très impressionnés de ce caractère familial, et très impressionnés de notre professionnalisme. Et j'ajoute toujours professionnalisme à ça, parce que vous ne me convainquez pas longuement des professionnels, a fortiori américains, sur le seul critère de la famille, de l'émotion et de la tendresse. Vous les convainquez parce que vous leur montrez que vous êtes des bons pros. Et on leur a appris beaucoup de choses. Ils nous ont appris beaucoup de choses. Et c'est dans cette fertilisation croisée, je crois que c'est fait l'alliage avec les États-Unis. Alors, comme vous me dites pourquoi ce que vous préférez, je crois que notre caractère familial a été un vrai atout sur les 20 premières années de la conquête américaine. Mais en ce moment, comme pour tout le monde, le métier change, le contexte change, et la digitalisation qui se répand à vitesse fulgurante, eh bien, est quelque chose dont nous nous sommes emparés, et donc ce n'est pas à engager une transformation massive et majeure de ça. Et là, ça change le regard de nos cibles américaines qui disent: vous êtes super en avance, vous êtes super bon. Moi, si je veux faire ce que vous faites, il va falloir que je dépense des centaines de millions. Je n'ai pas les moyens, je n'ai pas envie de prendre le risque, etc. Et donc, ils nous choisissent aujourd'hui pour des raisons, toujours pour l'argent. Il faut quand même mettre, On est aux États-Unis. faut mettre le bon prix. Mais en face de ce bon prix, cette préférence familiale est passée maintenant probablement à une préférence digitale. Et qu'est-ce que vous voulez dire par là? Vous voulez dire le digital éloigne quelque part un petit peu Non, c'est parce que cet eux, aspect ils ont la familial? responsabilité de leur boîte, ils ont envie que leur boîte, ils ont envie de prendre l'argent, mais ils ont envie que leur boîte soit pérenne. Et donc ils se disent, dans le contexte actuel, avec les investissements qu'il faut faire et les savoir-faire, il faut aller vers les meilleurs. Et ils nous disent aujourd'hui: vous êtes les meilleurs, et avec vous, on va se transformer beaucoup plus vite. Donc c'est une nouvelle forme, vous voyez, d'avantage compétitif. Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, vous êtes dans un moment de transmission de pouvoir Ouais, ouais. pour vous-même et pour le groupe. Comment ça se passe? Comment ça s'est structuré? Comment vous l'avez préparé et pensé? Alors j'étais dans un atelier qui en parlait très bien ce matin, donc j'espère ne pas les paraphraser ou les trahir. Ce qui est certain, c'est que la transmission, en fait, surtout dans une entreprise familiale, c'est une obsession constante. Donc on est en permanence dans un travail de transmission. Et il y a une double transmission. Il y a la transmission aval des talents, des savoir-faire, parce que moi j'y suis depuis 36 ans. J'ai vu beaucoup de dirigeants, j'ai vu beaucoup d'évolution d'équipes. Donc il y a la transmission vis-à-vis des talents et de nos savoir-faire, de nos cultures, de nos valeurs. Et puis il y a le sujet de la transmission familiale ou des transmissions familiales. Alors, aux grandes dames de mes actionnaires, j'ai régné sur ce groupe pendant 25 ans, ce qui est beaucoup. Et je crois que demain, il sera très difficile de régner 25 ans, parce que les choses vont beaucoup plus vite. Mais depuis des années, c'était à l'esprit. Et pour notre succession familiale, on a mis en œuvre un process en grande transparence vis-à-vis du conseil d'administration. Et on a organisé les choses pour solliciter des candidatures, écouter les candidatures, les étalonner sur toute une série de critères, y compris à commencer par les valeurs, la posture, en plus de l'intelligence, en plus de l'intégrité. Et ce processus a duré plus de 2 ans en déclaré. Bien sûr, il s'était préparé avant. Et dans ce processus déclaré a émergé la personne qui aujourd'hui pilote le groupe familial, qui est d'ailleurs ici présent, Augustin de Biès. Et donc, ce choix que vous avez fait, il a fallu le faire porter également par l'ensemble des Oui. autres actionnaires. Comment ça s'est passé? Il y a eu C'est une bonne un question vote, parce que vous n'êtes pas non, coté, donc c'est en particulier. en Ça nous fait, intéresse ça de s'est passé savoir comment on fait pour pas s'engueuler, Alors, trouver on a un... un conseil, on a 11 familiaux. Donc déjà, ce conseil est investi de la confiance des actionnaires. Donc on a fait notre boulot et on leur a décrit la manière dont on avait fait notre boulot. Donc on a inspiré confiance sur le sérieux du processus et son objectivité. Parce que dans les entreprises familiales, c'est l'objectivité qui est le premier sujet. Vous savez, pour ne pas avoir le biais de ma nièce ou de mon oncle ou de ma tante, ou comme ça. Bon.
Donc, une fois bien assuré sur ce processus, on a présenté nos conclusions, notre choix et les motifs de notre confiance dans ce choix. Et là, de manière un peu exceptionnelle, on est allé effectivement devant les actionnaires pour l'expliquer à nouveau, alors que la nomination d'un président, elle relève du conseil d'administration. Donc il était légalement, juridiquement légitime pour prendre en l'état, mais on a voulu renforcer sa légitimité en présentant les motifs de notre choix et lui-même se présentant sur ses engagements devant tous les actionnaires. Et là, on a bien fait parce que le résultat des courses a été un vote dans des proportions. Il y a eu un vote. Oui, il y a eu un vote. Et on peut connaître le résultat du vote? Oui, 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 j'y venais. 14%. C'est pas mal, hein. C'est mieux qu'en politique, n'est-ce Ça, pas? on verra ce soir, mais c'est... Alors, comment ça fonctionne, en fait, cette gouvernance familiale? Il y a 400, je crois, Oui. membres, plus les conjoints, donc ça fait beaucoup de monde. Comment vous associez Alors, les familiaux aux décisions bon, de notre long terme? groupe familial, et si vous voulez beaucoup me faire parler sur ça, j'aurais dû passer la parole à Augustin plutôt qu'à moi. C'est lui qui aujourd'hui peut en parler, mais sa nomination étant récente, il est encore sur les traces que nous avions démarrées. On l'invitera, on l'invitera. Hein, c'est bien. Si vous voulez, c'est un ensemble de couches. Nous avons beaucoup communiqué vis-à-vis de nos actionnaires et on leur donne accès à des informations de manière continue. On a un site partagé, ils peuvent poser des questions, etc., etc. Donc il y a une information continue. Il y a 2 grands événements familiaux dans lesquels les choses sont préparées, sur lesquels il y a des ateliers auxquels ils peuvent intervenir, faire part de leurs attentes, de leurs suggestions, etc. Et très, très, très important, nous avons lancé il y a 15 ans une académie Colam familiale où nous organisons des formations de toute nature. Je dis bien de toute nature. Il y a l'anglais pour, vous voyez, le basique, mais prise de parole en public. Il y a connaître Sonepar de l'intérieur. Et nos dirigeants Sonepar, c'est là où je rejoins l'alignement qu'il y a entre Sonepar et la holding familiale, ces dirigeants viennent expliquer leur métier, comment ça se produit, répondre aux questions, qu'il s'agisse de finance, de digital, de supply chain, de logistique, etc. Donc nos actionnaires, et comme ils sont de plus en plus nombreux, de plus en plus jeunes, ils sont extraordinairement curieux. Ils posent des questions que ma génération n'aurait jamais osé me poser. Peut-être aussi parce que je leur disais ça suffit, mais beaucoup. Sans une certaine autorité chez vous, effectivement. Pour compléter, s'il y a des familiaux qui ont envie de rentrer dans l'entreprise, comment ça se passe? Est-ce qu'il y en a beaucoup? C'est une très bonne question parce que c'est un des chantiers que je laisse très entrouvert à mon successeur. Il y a du pour et du contre pour travailler dans l'entreprise. Il y a des tas de choses bonnes parce qu'on vit la vie de l'entreprise de l'intérieur et donc on est susceptible d'en être à la fois un acteur et un témoin positif. Mais comme vous le savez, le monde du travail, c'est pas toujours facile, et donc ça peut mal se passer. Et quand ça se passe mal avec quelqu'un qui n'est pas de la famille, on se dit au revoir en étant le plus courtois possible et respectueux. Quand ça se passe mal avec un membre de la famille, vous pouvez être courtois et respectueux. La frustration, le ressentiment peuvent être extrêmement lourds. Donc c'est vraiment quelque chose de très délicat parce que un familial qui travaille dans l'entreprise peut être le meilleur des collaborateurs. Ça peut être également une source de grands, vous voyez, de grands soucis. Et quand je dis je laisse la porte entrouverte, c'est que certains groupes familiaux avec qui j'ai parlé ont décidé irréversiblement d'interdire l'accès au travail aux familiaux. Pas dans les conseils d'administration, pas dans les instances d'échange, mais... Et donc je crois que ça se discute. Tous les groupes qui ont interdit aux familiaux, c'est venu d'un accident chez eux. C'est-à-dire une épreuve qui a été très lourde et dont ils ne voulaient pas qu'elle se reproduise. Et puis vous avez au contraire les groupes qui sont extraordinairement favorables à ce que la famille travaille. Sans ça, il n'y a pas d'affectio societatis.
Nous, quoi qu'il arrive, on essaie de créer l'affectio societatis par des tas d'autres voies. Et on a des règles pour un familial qui veut travailler dans le groupe. On lui rappelle que s'il travaille dans le groupe, il est d'abord travailleur et pas actionnaire, qu'il doit révéler sa qualité d'actionnaire, mais il ne doit pas en faire état ni s'en prévaloir. Enfin, il y a toute une série de règles du jeu extrêmement importantes à leur faire comprendre et toucher du bois. Alors, il faut qu'on parle un peu d'argent, forcément, à un moment donné, quand on parle de ces sujets d'actionnaires. Et donc, il y a ce fameux pacte Dutreil que vous avez, donc, j'imagine, comme toutes les entreprises familiales aujourd'hui, mis en place. Comment vous l'avez constitué? Quelle est finalement votre vision de son rôle? Un des reproches qu'on peut faire au pacte Dutreil, ça peut être de geler, évidemment, pour certains actionnaires aussi, la possibilité de sortir. Donc, il faut organiser une liquidité. Et comment est-ce que vous voyez son évolution dans le temps? Alors, à pacte Dutreil équivalent, ça, je ne peux pas préjuger de ce qui deviendra dans la loi française, mais donc si ce mécanisme perdure, comment vous le voyez jouer un rôle dans la pérennité de l'entreprise? En premier lieu, j'espère qu'il perdurera. Pour nous, c'est un outil vital. C'est-à-dire que la perte du pacte Dutreil, c'est la mort de la capacité de pérennité de notre groupe à 10 ou 20 ans, puisque ça bloquera la transmission. D'accord? Donc, c'est quelque chose sur lequel nous sommes, en tant que groupe, témoins et témoins engagés vis-à-vis de ceux qui réfléchissent à éventuellement éliminer cet outil, qui n'est qu'un outil de normalisation et d'égalisation avec l'ensemble des pays européens qui ont tous des droits de succession qui n'ont rien à voir avec nos droits de succession en France. Donc on part d'une anomalie beaucoup trop élevée des droits de succession en France. Après ça, ça se discute sur la philosophie de est-ce que chacun doit repartir à zéro. Mais pour nous, entretenir la pérennité de notre groupe familial, Dutreil est absolument vital. Alors comment vous le faites adopter aux actionnaires? C'est très simple. Nos actionnaires, ils sont formidables. Ils adorent Sonépar, ils adorent le succès, ils adorent la conquête que nous menons, ils adorent cette transformation, et ils savent que pour ça, il faut un actionnaire stable, c'est nous, et il faut de l'argent, et si on n'a plus Dutreil, et qu'il faut consacrer tous les résultats de l'entreprise à payer les frais de transmission, eh bien, ce sera bien la mort de l'incroyable élan qu'a Sonépar, qui est quand même devenu en 50 ans le leader mondial. On est de loin le numéro 1, on fait 33 milliards de chiffre d'affaires, mais on a une ambition de continuer. Donc, Dutreil... En étant de nos côtés. Tout en étant de non coté. On a toujours su caler notre développement sur les moyens que nous sécrétions. Et pour ça, on a été très exigeant avec nous-mêmes en disant on doit faire au moins aussi bien que les autres ou mieux que les autres. La sortie en bourse, c'est quelque chose qui vous a jamais tenté? Quand je suis rentré dans le groupe, j'ai été sollicité par tous les banquiers de la place. Normal, c'est leur métier. Hein. Oui, oui, tout à fait. Mais après, au bout de 3 ans... dans la salle. Au bout de 3 ans, ils ont arrêté de perdre du temps. Donc, ils m'expliquaient tous les avantages et je leur posais des questions auxquelles ils ne savaient pas répondre. La vérité, du genre écoutez, qu'est-ce que je vais y gagner? Je gagne assez d'argent pour financer mon développement. Ah bon, vous avez peut-être des membres de la famille qui veulent sortir. Pas du tout. Les membres de la famille, ils me demandent tous s'ils pourraient racheter des actions. Comme il n'y en a pas à vendre, oui, c'était inutile. Donc, en gros, tout ça clôt assez vite la discussion. Mais au fond, on a eu une discipline financière dans notre croissance très forte, qui est, on doit bien gagner notre vie, pas de manière éhontée, mais on doit bien gérer la boîte, bien gagner notre vie, et en la gagnant bien, on secrète l'autofinancement de notre développement. Et donc, on peut y arriver. Mais on n'est pas une entreprise, on n'est pas Amazon. Amazon, les capitaux dont ils ont eu besoin pour devenir ce qu'ils sont, ou les grandes GAFA, c'est une autre histoire. Mais dans notre secteur, eh bien, c'est pas l'argent qui est un obstacle au développement, ce sont les équipes et les talents. C'est la vitesse à laquelle vous arrivez à faire grandir les équipes, les élargir et développer. Donc, l'argent n'étant pas un sujet, on n'a pas besoin d'être coté. Et les actionnaires ne voulant pas vendre, on n'a pas besoin d'être coté. Donc tout va presque pour le mieux dans le meilleur des mondes. Vous êtes dans un secteur porteur, probablement pour au moins les 20 prochaines années, l'électricité, un leader mondial, vous l'avez dit, mais en même temps, on traverse en France, en Europe, alors
vous vous êtes Ouais. diversifié, vous Hein, êtes, hein. j'imagine qu'aux États-Unis, ça va. Mais est-ce que vous êtes inquiète pour l'Europe, pour la France, quand Je vous suis voyez très ce qui inquiète se pour passe? l'Europe. Je suis très inquiète par la politique européenne, par l'instabilité, l'inconstance, le poids de la fiscalité. Tout ça est un vrai souci. Nous avons la chance, parce que nous l'avons mérité et voulu, d'avoir un poids nord-américain très important, donc qui rééquilibre les difficultés européennes. Et nous faisons tout ce que nous pouvons pour convaincre nos gouvernants qu'il faut avoir des caps beaucoup plus stables et qu'il faut arrêter d'être dans la bureaucratie effrayante qui envahit l'ensemble des entreprises. Alors moi, je crois que ce qui va nous sauver, nous et beaucoup d'autres entreprises, c'est la force intrinsèque et interne des entreprises. Si vous voulez, on a un corps social avec nos équipes, nos dirigeants et l'actionnariat qui est extrêmement soudé. Et on serre les rangs, on serre les Dans un poings. monde d'instabilité, C'est ça. l'entreprise familiale, c'est ce capital patient, vous pensez que c'est Ah, je pense que une encre? c'est vraiment une encre, et une force et un atout. C'est très rassurant pour nos collaborateurs. C'est très rassurant pour nos équipes digitales de voir que malgré le trou d'air important que nous vivons en Europe, eh bien, nous continuons nos investissements dans le digital et dans l'automatisation de la logistique. Tout le monde ne le fait pas. Les sociétés cotées auraient une contrainte énorme et seraient obligées de couper dans les capex. Dans le groupe où j'étais ce matin, quelqu'un expliquait qu'on lui avait dit, il faut, comme ça va pas bien, il faut que tu coupes pas de moitié les capex. Nous, on dit pas Un des ça. avantages d'être familial, ça C'est permet un des avantages, c'est vous pouvez courber le dos et accepter une baisse de une rentabilité. baisse de rentabilité temporaire, si vous voyez Oui. la sortie du tunnel et y aller. Mais si vous me permettez, moi j'ajouterais, j'ai vécu de plein fouet la crise financière de 2009, et là on dégringolait mois après mois. Donc c'était d'abord du -7, du -8, et puis on est descendu à -17. Et là j'avais l'assemblée avec les actionnaires. Eh bien, quand vous êtes devant un groupe d'actionnariat familial qui vous fait confiance et à qui vous dites la vérité et vous lui dites, eh bien, écoutez, jamais de mémoire d'homme dans l'industrie on a vécu si pire. Le seul engagement qu'on puisse prendre, c'est qu'on ne fera pas pire que les autres, on fera moins pire que les autres. Et c'est la chose. Et le risque est que nous descendions jusqu'à temps. C'était couper de moitié nos résultats et de 30% notre chiffre d'affaires. Eh bien là, vous avez un regard, un silence et un vote de confiance. Vas-y, on y croit et on te soutient. Ça, c'est une force et un atout qu'un dirigeant de société cotée ne peut pas avoir. On recevra ce soir le président du MEDEF, Patrick Martin, qui est Oui, également oui, une entreprise familiale. Vous connaissez bien bien Patrick sûr. Martin et le MEDEF. Face à ce qui va se produire probablement ce soir, cette période d'instabilité politique qui, objectivement, inquiète quand même un peu tout, en tout cas le monde économique, beaucoup de salariés certainement aussi. On voit une remontée des plans sociaux, du chômage. On parlait de réindustrialisation, aujourd'hui on reparle de désindustrialisation. Qu'est-ce que vous avez envie d'envoyer comme message à cette assemblée turbulente qui aujourd'hui étonne un peu? On a l'impression que c'est un caprice, quoi. Écoutez, j'ai rencontré des gens de LFI sur des plateaux télévision. C'était intéressant. Ah bon, vous faites ça, bon, vous êtes si important. Et vous rentrez dans le discours concret. C'est quoi une entreprise? Qu'est-ce qu'on fait? C'est quand même la réunion de talents. C'est quand même la mise en œuvre de moyens humains au service de clients, au service d'un métier, etc. Et c'est formidable. Mais tout d'un coup, il y a un petit recul. Vous voyez. Donc, ce que je crois, c'est que oui, il faudrait qu'il sache raison garder et que le Premier ministre, qui est à haut risque de sauter, avait commencé cette méthode de l'écoute et de comprendre que les idées préconçues sont parfois des idées tout à fait, tout à fait erronées. Il nous faut de la stabilité pour la partie économique. C'est inévitable et c'est bien pour les salariés. Hein. Les salariés, ils ont horreur de ces... et d'ailleurs, je crois que les citoyens ne doivent pas être très heureux de Donc ce cette qui se période passe. d'instabilité qu'on vit en France, qui pourrait durer encore jusqu'à au moins prochaines élections, on ne sait pas lesquelles, ça vous inquiète, ça vous paraît être... Ça me soucie énormément. Je trouve que c'est un immense gâchis
Et je pense que ça en appelle encore plus à ce que j'évoquais tout à l'heure, qui est resserrer les rangs à l'intérieur des entreprises, dans les écosystèmes auxquels elles appartiennent. Vous voyez, avec fournisseurs, clients. Eh bien, écoutez, nous, on va essayer d'échapper à la morosité. On va ensemble essayer de faire bien et de se débrouiller. On ne peut plus rien attendre du politique. Donc, on doit se débrouiller par nos propres moyens. Bon, j'ai compris qu'on pourrait vous faire débattre avec Jean-Luc Mélenchon ou Marine Le Pen pour parler de Oui, l'entreprise. mais il Ça me peut ferait être une sortir idée, de mes gonds. ça peut être une idée pour une autre fois. Merci beaucoup. On est très content Merci, de vous avoir Philippe. reçu.